Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous suivre dans la province de l'Ituri, mais aussi au site Kivu, précisément à Kabaré. Et voici les principaux titres de votre journal. Les autorités de l'administration militaire et les forces vives de la province de l'Ituri multiplient les alertes sur le nouvel objectif visé par le mouvement du 23 mars qui tient à faire son entrée dans cette province sous état de siège via les littorales du lac Albert qui sépare la RDC de l'Ouganda. Et puis nous serons au site Kivu pour parler de l'arrivée ce vendredi de la dépouille mortelle du feu Mwami Désiré Rougemanizi II. Arrivé donc ces jours, la cérémonie d'inhumation de ces chefs coutumiers est prévue. Nous sommes demain vendredi dans la province du site Kivu. Vous suivrez donc l'ambiance autour de l'arrivée de sa dépouille mortelle dans les territoires des Kabaré. Ces titres et bien d'autres, mesdames, messieurs, leur développement, c'est dans un court instant. Comme annoncé au sommaire, les autorités de l'administration militaire et les forces vives de la province de l'Ituri multiplient les alertes sur le nouvel objectif visé par le mouvement terroriste rwandais du M23 et qui tient à faire son entrée dans cette province sous état de siège via les littorales du lac Albert à la frontière lacustre avec l'Ouganda. Ces mouvements rebelles veulent prendre le contrôle de Chomia et Kasenyi, des localités commerciales respectivement situées dans les territoires des Djougou et des Irumu. D'après le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole du gouverneur militaire de l'Ituri, cette ambition des rebelles du M23 passerait par une liaison avec la milice dénommée Zaïre, réfractaire de l'acte d'engagement de cessation des hostilités signé pourtant devant les autorités congolaises à Bunia. Les informations à notre possession renseignent que le M23 est déjà en liaison avec la milice Zaïre que dirige Thomas Lubanga, président du parti politique Union des Patriotes Congolais IPC, qui vit actuellement en cachette, autrefois prisonnier à la Cour pénale internationale. Et ils veulent prendre le contrôle du littoral du lac Albert et entrer par Chomia et Kasenyi, a précisé le lieutenant Jules Ngongo. Il renseigne aussi que les attaques des positions de forces armées de la RDC par les rebelles de la milice Zaïre enregistrées en date du 31 juillet 2024 dans ce coin de la province de l'Ituri visaient le désarmement des militaires congolais et faciliter ainsi l'entrée du M23 dans la province de l'Ituri. Ils veulent se réarmer en récupérant les armes de forces loyalistes. Ils ont subi la réplique des militaires congolais. Certains d'entre eux ont été neutralisés et aussi d'autres ont été arrêtés par la justice militaire, a-t-il renchéri. Restons toujours en Ituri, dans la partie nord-est de la République démocratique du Congo, où au moins 93 cas de décès maternels depuis le début de l'année ont été enregistrés. Des statistiques communiquées à la presse mercredi 7 août 2024 à Bunia, chef-lieu de l'Ituri, par les chefs des divisions provinciales de la santé DPS. Le docteur Marcelo pense que les décès infantiles constituent un autre problème, en plus de l'insécurité à laquelle la province est confrontée. Pour y faire face, il promet de mener des recherches opérationnelles basées sur les axes administratifs, techniques et communautaires. Objectif, réduire les taux de décès maternels dans cette partie de la province de l'Ituri. Nous allons revenir dans la province du Nord Kivu où les activistes pro-démocratie dans les territoires de Rutshuru dénoncent les actes de vol et pillage des biens des civils par certains éléments qu'on considère comme des faux Wazalendo dans le village de Birundule situé au nord de Kibirizi, groupement de Kanyabayonga. L'un d'eux affirme que la population ne cesse de dénoncer des cas de pillage de ces biens par ses porteurs d'armes. Blaise Kalisha révèle que ces hommes armés profitent de l'absence de forces loyalistes dans cette partie du territoire de Rutshuru pour commettre ces actes condamnés par la loi. Suivez Blaise Kalisha. Oui, monsieur le journaliste, tout juste après l'arrivée des terroristes rwandais, les victimes rescapées des massacres ne cessent toujours pas à être revisitées par des hommes non identifiés qui font des pillages systématiques de biens de pauvres citoyens congolais. Après nos recherches, nous avons pu constater ce sont les faux Ouazalais
qui continuent à faire de graves situations qui emburent la situation sécuritaire dans la partie de la chefferie de Buit, notamment Burindi, Mutanda et même à Lusuri. En tout cas, le bien de la population sont systématiquement pillés par les malfrats. Alors, nous continuons toujours à exhorter et à recommander le gouvernement qui est censé de sécuriser cette population, qu'il est en tout cas très urgent de diligenter les mécanismes qui seront très efficaces pourvu que cette situation ne puisse pas continuer et que cet ennemi qui continue à violer et à massacrer les paisibles citoyens, les terroristes rwandais, soit mis à déroute. Parce que cette partie, il n'y a pas l'autorité de l'État. Les terroristes rwandais du M23, sous le patronage de M. Paul Kagame, font du n'importe quoi. Les paisibles citoyens sont tués, sont torturés, sont massacrés. Alors nous sommes les paisibles citoyens, nous avons droit à vivre dans la tranquillité, sans des menaces ou de coups de torture. Alors, c'est très urgent pour le gouvernement de diligenter les mécanismes sécuritaires pour faire face à cette agression injuste des terroristes rwandais du M23. Parlons de société civile de l'Est de la République démocratique du Congo qui tire la sonnette d'alarme sur la situation sécuritaire et les processus de Luanda. Le responsable des sociétés civiles dans la partie Est de la République démocratique du Congo ont exprimé leur profonde inquiétude face à la situation sécuritaire au processus de paix de Luanda lors d'une réunion d'analyse effectuée mercredi 7 août 2024 à Goma. Dans une déclaration conjointe, les sociétés civiles du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri ont appelé à de mesures urgentes pour répondre à la crise humanitaire et sécuritaire qui sévit dans leur province. La souffrance de nos compatriotes déplacés internes a atteint les limites du supportable, ont-ils déclaré. La société civile a exhorté la communauté humanitaire internationale qu'internationale à intensifier ses efforts pour assister les déplacés internes. Leur seul crime est d'être nés congolais, d'habiter dans les zones riches en minerais et autres ressources naturelles, ont-ils ajouté, pointant du doigt la convoitise des pays voisins tels que le Rwanda et l'Ouganda. Ils ont également lancé un appel au gouvernement congolais pour qu'il fasse de la situation humanitaire une priorité. Tout en saluant l'initiative du président angolais pour les dialogues, la société civile a exprimé des réserves quant à l'efficacité du plan de neutralisation des FDLR, les qualifiant d'alibi malencontreux du gouvernement rwandais. La question de FDLR est utilisée par le Rwanda pour justifier son agression et les pillages systématiques de ressources naturelles de notre pays, ont-ils affirmé. Ils ont souligné que malgré de nombreuses opérations conjointes pour traquer les FDLR, la menace de ces derniers a été considérablement réduite. Parlons toujours sécurité où la société civile urbaine de Goma accueille avec satisfaction la mesure du commandant de la 34e région militaire pour que tous les porteurs d'armes militaires et policiers présents dans la capitale du Nord Kivu se fassent identifier auprès des chefs des quartiers. La société civile pense que c'est un travail propre au service de la logistique et de l'administration militaire. Elle demande qu'une commission de la logistique et de l'administration militaire les fasse à la place des civils et que les cadres de base vont devoir les accompagner. Marion Gavo. Ce 7 août 2024, au Nord Kivu, la 34e région militaire demande aux chefs de quartier d'identifier tous les militaires et policiers avec leurs armes, ceux-là qui habitent dans la cité de la ville de Goma ou qui sont en détachement. C'est une très bonne mesure pour la société civile, car pour la sécurité dans le quartier et le contrôle des personnes en armes vivant au sein de la population civile. Donc, la société civile appuie cette initiative, mais se pose plusieurs questions quant à cette mesure et sur le pratique d'accompagnement de cette mesure. 1. Depuis quand un militaire se rend auprès d'un civil pour s'identifier? 2. Les chefs de quartier ou leurs secrétaires ont-ils eu des renforcements des capacités pour mener l'identification des unités militaires, la numérotation et la vérification d'armes et munitions? 3. Comment le chef de quartier saura si les armes et munitions, en nombre, en quantité, en type et en caractéristiques,
leur présentées sont celles réellement connues et détenues par le militaire et policier à partir du dépôt de désarmement. 4. Les civils, en identifiant les armes et les munitions, doivent-ils les toucher? Et si mauvaise manipulation, et si incident d'explosion, des grenades, des mortiers, mais qui en sera responsable? 5. La gestion de cas de représailles de la part des militaires et policiers à l'égard des civils et cadres de base qui pourraient constater des irrégularités et donner rapport fiable à la 34e région militaire. Qui va gérer ces représailles? Et après l'identification, qu'est-ce qui va suivre et que jouera le rôle de cadre de base? La société civile pense que ça, c'est un travail propre au service de la logistique et de l'administration militaire. Ainsi, nous demandons à la 34e région militaire d'annuler simplement cette mesure parce que ça coûte à confusion et de confier ce travail à ses services attitrés. Puis la population, à travers les chefs d'avenir, les cadres de base et toute la population va accompagner ces services établis dans une commission ad hoc dans l'identification des maisons de parcelles habitées par les policiers et militaires dans la cité. Ceci évitera le pire entre les cadres de base civiles et les militaires et policiers moins contrôlés vivant dans la cité. Merci beaucoup. La dépouille mortelle du Mwami Désiré Kabaré Rougué-Manizi est arrivée ce jeudi dans la chefferie des Kabaré en provenance du site Kivu. Exposé dans la cour royale de Chirunga en territoire des Kabaré, ce moment est une occasion pour ses administrés de lui rendre un hommage mérité. Ces obsèques sont également une opportunité pour des acteurs politiques congolais de se déplacer pour venir plairer un homme dont la gestion de la chose publique a été exemplaire. Parmi ces personnalités, l'on retrouve Vital Kamerhe. Le président de l'Assemblée nationale s'est déplacé de Kinshasa jusqu'à Kabaré avec la dépouille mortelle du feu Mwami Désiré Kabaré Rougué-Manizi. Pour le membre du parti politique Union pour la Nation congolaise, la disparition de ces chefs coutumiers est un coup dur pour leur formation politique. Lordi Chibaluira, l'un des communicateurs de l'INC au site Kivu, nous donne plus de précisions. Oui, bonjour. Nous sommes actuellement à l'aéroport de Kavumu. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Dr Vital Kamerhe, vient d'atterrir à Kavumu. Il vient juste avec un seul objectif. C'est pour compatir avec toutes les communautés chi, tous les Sud-Kivusiens, beaucoup plus pour accompagner la dépouille mortelle de Sa Majesté Mwami Kabaré Rougué-Manizi II. C'est ça l'objectif de son arrivée ici à Bukavu. Il n'est pas venu seul, comme vous le constatez, il est venu avec une grande délégation des officiels congolais. Maintenant, concernant ce que nous, aux côtés de l'INC, nous pouvons dire des pertes par rapport à la disparition de Sa Majesté. Vous savez très bien qu'il est un candidat, il est député provincial, il était membre au cadre de l'INC, Union pour la Nation congolaise. Et voilà que nous, c'est une perte grave que nous venons d'enregistrer. Vous voyez cela. Donc nous ne pouvons que pleurer avec toute sa famille biologique. Nous, sa famille politique INC, nous pleurons. Nous nous demandons comment est-ce que cet homme-là, tout ce qu'il était, tout ce qu'il représentait, non seulement chez nous, Sud Kivu, non seulement sa notoriété au niveau national, est-ce que nous pouvons les remplacer? Non. Donc c'est une perte grave. Donc nous sommes en deuil, nous pleurons notre Mwami, nous pleurons notre haut cadre, nous pleurons le fils, le digne fils, le grand-père, le papa du Sud Kivu. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette information en provenance des Kabaré au Sud Kivu qu'est-ce clôture cette livraison des informations pour ce jeudi 8 août 2024, tout en vous rappelant que l'inhumation du feu Mwami Désiré Kabaré Rougué-Manizi interviendra le demain, vendredi 9 août 2024 à Chirunga. À tous et à toutes, merci de nous avoir suivis.